Bonjour à toutes et à tous, à ceux qui sont présents physiquement ici et ceux qui nous suivent en ligne. Merci de nous rejoindre pour cette séquence dédiée à la ville de Bordeaux, la métropole de Bordeaux et son ambition solaire. On voit bien qu'on a je dirais une maturité de plus en plus importante de la part des collectivités territoriales sur les sujets d'énergie renouvelable. Pendant longtemps, le discours qu'on a entendu, notamment de l'État, c'est que les collectivités étaient essentielles pour la transition énergétique, mais vécues ou vues ou projetées simplement comme des territoires de déploiement, alors qu'en réalité, ce à quoi nous, on assiste, c'est que l'impulsion elle-même vient des collectivités territoriales et un fort volontarisme. Alors pour échanger sur le sujet, on a le plaisir et l'honneur d'accueillir Claudine Bichet, première adjointe au maire de Bordeaux, chargée des finances, du défi climatique et de l'égalité homme-femme, trois grands dossiers et sujets, également vice-présidente de la métropole de Bordeaux, et Jérôme Ovtcharchak, directeur général du groupe Everwatts et de Boucle Énergie, et qui est donc le porteur d'un des projets sur un des sites emblématiques de la ville de Bordeaux. Dans un premier temps, Madame Bichet, peut-être vous demander comment est-ce que vous avez formalisé vos objectifs de solarisation, qu'est-ce qu'ils sont et quel est le sens de cette démarche de solarisation pour la ville de Bordeaux? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre invitation pour parler de l'ambition solaire de Bordeaux, qui est effectivement extrêmement forte. Et je vous rejoins sur le fait que l'impulsion, elle est clairement donnée par les collectivités locales elles-mêmes. Je pense que nous sommes vraiment les moteurs de la transition énergétique actuellement en France. Et heureusement, puisque sans vouloir faire trop de politique, l'État tergiverse sans doute beaucoup trop sur ce sujet, là où on sait qu'il y a des sujets sur lesquels on doit aller et les énergies renouvelables en font clairement partie. Notre ambition à l'échelle du territoire, elle commence par le plan climat métropolitain que nous avons révisé peu de temps après notre élection, début 2022, qui est un plan climat très ambitieux au sens où il fixe un objectif au-delà de la neutralité carbone de territoire à énergie positive. C'est-à-dire qu'on se donne comme ambition de produire en renouvelable autant que l'on consomme. Ça suppose de diviser par deux nos consommations. C'est un préalable qu'il ne faut jamais oublier. Et ça supposera pour nous de multiplier par deux notre production de renouvelables sur le territoire, sachant qu'à l'évidence, comme nous sommes avant tout un puits de consommation, nous aurons aussi besoin d'aller développer en partenariat avec les territoires voisins des énergies renouvelables autour de la métropole de Bordeaux. Donc ça, c'est le cadre global dans lequel on s'inscrit, avec des objectifs précis qui ont été déclinés année après année. Et ce que montre notre plan climat, c'est que les deux premières énergies renouvelables, les deux premières énergies tout court de notre territoire en 2050, ce sera le solaire, et deux, les réseaux de chaleur urbains. Nous avons un potentiel de géothermie très fort à Bordeaux, et bien sûr, nous entendons totalement l'exploiter. Donc le solaire, comme j'ai dit, c'est numéro 1 ex aequo quasiment avec la géothermie. Maintenant, ne reste plus qu'à effectivement donner vraiment toute l'ampleur au déploiement solaire sur le territoire. La ville de Bordeaux, donc ville-centre de la métropole, s'est à son niveau approprié ses objectifs sur son patrimoine propre, puisque c'est le premier levier sur lequel on peut agir, c'est déjà notre propre patrimoine et être exemplaire nous-mêmes en tant que collectivité. On s'est fixé un objectif à 2026 d'être autonome énergétiquement à 41%, sachant qu'on partait de moins de 4% en 2020. Donc c'est pour dire quand même le bond gigantesque qu'on va réaliser sur un mandat. Et bien sûr, pour atteindre ces 41% d'autonomie énergétique, alors bien sûr, il y a de la rénovation des bâtiments, il y a des raccordements réseau de chaleur, et il y a aussi beaucoup de solaire. Et sur le solaire, c'est un objectif de 60 000 mètres carrés à solariser à horizon 2026, donc sur le mandat.
sur lequel nous sommes engagés. C'est chaud, mais on va y arriver. Et la base sous-marine dont on va parler, bien sûr, est un des gros projets emblématiques qui va notamment nous permettre d'atteindre cet objectif, puisque à lui seul, c'est 22 000 mètres carrés. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en zone très urbanisée comme les nôtres, les grandes surfaces solarisables sont bien sûr pas très courantes. Et bien sûr, on va commencer par celle-là. Mais derrière, il y a tout le diffus qui arrive et qui prend du temps. Mais on est en ordre de marche pour cet objectif. Et alors peut-être, alors vous êtes une grande collectivité territoriale, donc vous avez de l'expertise en interne pour faire ce travail-là. Donc il faut un peu d'expertise, il faut de la volonté politique, vous l'avez dit, mais il y a aussi une manière d'embarquer les parties prenantes. Je sais, pour avoir échangé avec beaucoup de maires pendant ces 3 jours, qui se perdent entre les COP régionales, les CER, les contrats de relance et de transition énergétique qui les précédaient, les SRADET, etc., et les PLU qu'il faut adapter aussi. Comment est-ce que vous avez pu mobiliser les différentes parties prenantes pour arriver finalement à ces objectifs-là, qui sont quand même le fruit d'une démarche de concertation et d'implication de différentes parties prenantes? Vous avez parlé de votre exemplarité et de votre patrimoine, mais bien entendu, il faut aussi mobiliser les acteurs, les autres acteurs du territoire. Oui, oui, tout à fait. Les collectivités elles-mêmes sont responsables de, j'ai plus exactement le chiffre en tête, mais en gros de moins de 10% des émissions gaz à effet de serre du territoire. Donc en fait, si on agit sur notre patrimoine, et c'est ce qu'on doit faire pour être exemplaire, bien sûr, on contribue à l'effort collectif, mais ça sera totalement insuffisant. Et le gros enjeu sur notre territoire, c'est effectivement sur l'ensemble de ces politiques publiques de la transition énergétique, c'est d'embarquer massivement. Sur la rénovation des bâtiments, tout comme embarquer massivement sur la production d'énergie renouvelable. Et là, effectivement, sur le solaire, pour atteindre cet objectif de le solaire, première énergie du territoire, si tout le monde ne s'y met pas, les entreprises, l'ensemble des institutions du territoire, les habitants, les particuliers, on n'y arrivera pas. Donc, c'est comment on embarque. Et c'est la raison pour laquelle Pierre Urmic, maire de Bordeaux, a souhaité lancer, ça a été fait en juin 2024, donc cette année, une ambition qui s'appelle l'Alliance de Bordeaux pour le solaire, Bordeaux Ville Solaire. L'idée, c'est de créer une alliance des acteurs du territoire au sens large. Alors, on a commencé par les plus gros, on a commencé par les grosses institutions du territoire, l'État, à travers le préfet, la région, le département, la métropole et la ville. Mais on a aussi d'autres acteurs qui nous ont rejoint dès le début de cette initiative, tels que le port, le CHU, l'université, enfin voilà, tous ces gros acteurs du territoire sont là. On a des entreprises qui aussi, dès le début, nous ont rejoints comme des supermarchés qui ont beaucoup de foncier et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est vraiment de créer une association de tous les acteurs du territoire, de l'élargir le plus possible et de faire en sorte de pouvoir poser des objectifs partagés. Donc ça, c'est une sacrée ambition, parce que de là à dire, bon, on s'allie pour faire le solaire et que chacun pose ses objectifs, accepte de dire là où il en est et de vraiment pouvoir communiquer sur un objectif global du territoire, c'est pas si évident que ça. Et on a aussi, à travers cette alliance, beaucoup de partage d'expertise, de connaissances, parce que on voit bien qu'on se retrouve encore confronté à de nombreux freins qu'il va falloir essayer de lever un à un. Et pour ça, on est toujours plus fort à plusieurs. Et c'est une des grandes aussi ambitions de cette alliance, c'est de pouvoir dépasser l'ensemble de ces freins et accélérer. Avant qu'on passe à un de vos projets emblématiques sur la question, puisque c'est d'actualité, un petit détour sur la problématique budgétaire. On sait que les dotations de l'État, en tout cas dans le projet de loi de finances, sont très défavorables aux mairies et aux EPCI. Je pense que ça sera le cas d'une interpellation du Premier ministre cet après-midi au Congrès. Vous-même, vous aviez estimé que c'était de l'ordre de 16 millions d'euros, le perte budgétaire en ce qui vous concerne. Dans un contexte budgétaire contraint comme celui-là, on sait que la transition énergétique, c'est remplacer des dépenses sur 20 ans par un investissement au début.
Comment est-ce qu'on gère cette problématique du financement de la transition énergétique à votre échelle? Alors, sur des projets comme des énergies renouvelables, que ce soit les réseaux de chaleur, le solaire, on est sur des modèles, enfin d'ailleurs vous allez pouvoir expliquer peut-être, on est sur des modèles économiques où finalement on peut réussir à sortir des projets sans un investissement important, voire même pas du tout d'investissement de la collectivité. Donc pour moi, ça va épargner tous ces projets qui ont une rentabilité sur un horizon de temps acceptable. Je pense qu'on va pouvoir continuer, même si effectivement à la métropole, sur les réseaux de chaleur, la métropole investit une part quand même importante pour avoir un prix qui est totalement compétitif par rapport au gaz. Ça, on va essayer de pas toucher à ça, mais ça peut effectivement être mis en danger. Pour moi, le principal sujet, qui est beaucoup plus large, mais je vais parler que de transition énergétique ici, c'est la rénovation des bâtiments. On sait qu'il n'y a pas de rentabilité de court terme, en tout cas dans des horizons financiers tels que notre monde très capitalistique l'attend, on n'a pas de rentabilité acceptable sur ces projets-là. On sait que c'est des investissements massifs. Et là, très sincèrement, alors que tous les instituts économiques démontrent que pour atteindre la neutralité carbone, il va falloir à minima multiplier par 2 les investissements sur la transition écologique énergétique, et que là, on est dans une phase où on nous explique que il va falloir baisser. Effectivement, il y a une impasse qui est, je pense, assez évidente maintenant entre dette financière et dette écologique. Je pense que le choix a été clairement fait. En tout cas, c'est celui qui nous est montré à travers le projet de loi de finances. Et oui, nous sommes dans une impasse. Merci beaucoup. Alors bon, une impasse, mais il y a quand même, et vous le citiez notamment pour le solaire, le moyen d'avancer finalement en se passant du concours ou de la péréquation de l'État. Donc j'en viens à ce projet emblématique. Jérôme Ovtcharczak, donc directeur général du groupe Everwatt. Est-ce que, on voit là les représentations, est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet-là, revenir sur son déroulé, à qui il va profiter, comment le territoire va en bénéficier, et peut-être aussi rentrer un petit peu sur le modèle de l'autoconsommation collective, et donc cette logique de mutualiser les infrastructures pour permettre à des acteurs locaux de consommer une énergie produite localement. Bonjour à tous, merci. Merci Madame Bichet, merci Guillaume. L'idée sur ce lieu-là, je pense que je vais partager la parole avec Madame Bichet, parce que c'est un lieu emblématique, mais vous serez plus à même d'en parler que moi, je pense. L'idée, c'est évidemment d'aller solariser, j'allais dire un vestige, mais c'est un bâtiment historique datant de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu 5 bases de sous-marins construites par les Allemands pendant cette Seconde Guerre mondiale, dont l'une qui était à Bordeaux, que vous avez sous les yeux. Et l'idée, c'est d'aller chercher ce foncier déjà artificialisé, déjà anthropisé, et d'aller le valoriser. Et c'est la volonté de la mairie de Bordeaux, d'aller le valoriser en zone de transition énergétique, particulièrement avec le solaire. C'était la volonté de Pierre Urmic et la vôtre. Et donc, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé en début d'année pour solariser et aller valoriser les électrons d'une manière la plus vertueuse possible. Je ne sais pas si je vous laisse compléter sur la volonté de cette AMI sur la base, peut-être, et sur l'enjeu aussi, parce que c'est une base qui est classée UNESCO, etc. Donc je vous laisse en parler un petit peu. Et peut-être aussi sur cette dimension symbolique, puisqu'il n'y a pas de révolution tout court, mais pas de révolution énergétique sans révolution culturelle. Donc il y a un sujet là aussi de l'ordre des représentations collectives qui se jouent sur ce bâtiment. Oui, tout à fait. Pour nous, c'est un énorme symbole de solariser ce monument, qui est effectivement un vestige de l'histoire, qui est indémolissable. En fait, c'est impossible. Si vous avez jamais eu l'occasion de visiter la base sous-marine, il faut le faire quand vous venez à Bordeaux. Les murs sont j'ai plus la largeur en tête, mais bon, c'est énorme. Donc, c'est vraiment un vestige de notre histoire que l'on souhaite conserver. Et réussir à solariser un bâtiment comme celui-là,
c'est pas une mince affaire. Ça a été plusieurs mois, années de discussion avec les ABF. À Bordeaux, nous sommes patrimoine UNESCO. Bien sûr, l'enjeu de préservation du patrimoine est important. Néanmoins, ce que porte Pierre Urmic, qui est très investi auprès des instances de l'UNESCO, c'est qu'il va falloir aussi que ce patrimoine magnifique s'adapte, parce que à la fin, si nos villes ne sont plus vivables et que seul subsiste le patrimoine, ça sera quand même un peu dommage, puisqu'on ne pourra même plus en profiter. Donc on a vraiment un enjeu de faire cohabiter ces impératifs, qui est, oui, de garder cette histoire, de la préserver, mais aussi de faire en sorte qu'elle puisse s'adapter aux enjeux contemporains du défi climatique. Donc ça a été plus d'1 an de discussion avec les ABF. On a réussi à effectivement trouver une voie de passage. Le compromis, c'est que du sol, on ne pourra pas voir les panneaux. Mais la surface du toit étant de plus de quasiment 25 000 m², ça nous laisse largement de quoi faire. Et donc on a effectivement réussi à franchir cette étape qui est, et je suis tout à fait d'accord avec vous, culturelle. Montrer que le patrimoine peut et doit s'adapter, c'est fondamental avec un bâtiment comme celui-là de le prouver, de le démontrer. Et donc notre approche côté groupe Everwatt et côté Boucle Énergie qui est la filiale, c'est de partir sur de l'autoconsommation collective. On l'a vu sur la photo précédente, toutes les zones ne sont pas couvertes parce qu'il y a des contraintes évidemment liées à l'ancienneté du bâtiment, à sa vétusté aussi sur certaines zones. Donc c'est d'aller chercher le maximum possible installable. On finance tout ça, on parlait de la partie financière, et donc on est sur ce modèle-là côté Boucle Énergie, c'est de financer ces opérations et donc de porter le CAPEX et porter l'investissement, qui n'est pas une moindre affaire ici, parce que vous l'avez dit, il y a des défis sur la mise en œuvre qui ne sont pas anodins. On est assez haut sur cette base. Il y a à prendre en compte pas mal de sujets de sécurité, des sujets ABF, etc. Souvent, juste je fais une petite aparté, mais là les maires qu'on croise nous disent « Ah mais vous savez, j'ai un ABF sur ma commune, etc. » Ce n'est pas incompatible avec le solaire. Il y a des adaptations, vous l'avez dit, il faudra que les panneaux ne soient pas visibles depuis le sol. On sait s'adapter, mais tout ça n'est pas incompatible. On peut faire du solaire, même si on est proche d'un bâtiment historique, on peut l'adapter, on peut changer la couleur, installer un bardage, aller là-dessus, mais donc il ne faut surtout pas se bloquer à ce moment-là, et au contraire essayer de trouver et de co-construire des solutions, c'est ce que vous avez fait et c'est ce qu'on fait ensemble, pour pouvoir installer ce genre de choses. Ensuite, le modèle de valorisation, une fois qu'on a porté un CAPEX, qu'on a porté un investissement, c'est comment on va avoir un modèle financier qui tourne. Et l'idée sur le solaire, c'est déjà que c'est une énergie compétitive, c'est une énergie sur laquelle on a un historique. Le solaire en France, c'est pas quelque chose qui date d'il y a 2, 3, 4 ans, c'est qu'on sait comment ça fonctionne, c'est prévisible. Une année, certes, est plus ensoleillée qu'une autre, mais en général, sur 20 ans, 30 ans, ici, on s'engage sur 30 ans, on est capable de savoir à peu de choses près combien on va produire, à quel moment, et donc il n'y a pas trop de surprises par rapport à d'autres énergies potentielles. Et ensuite, la valorisation qu'on a choisie ensemble, c'est d'aller sur l'autoconsommation collective, de produire sur cette base 3,4 gigawattheures, et d'aller valoriser l'énergie et la revendre aux acteurs du tissu économique local. Quand on parle d'autoconsommation, on parle de circuit court. Quand on parle d'autoconsommation collective, on parle d'un certain partage de ce circuit court, et donc d'aller valoriser l'énergie auprès des acteurs locaux et de leur permettre d'avoir accès à une énergie verte, décarbonée et à un coût maîtrisé dans le temps, qui est local. Et donc c'est tout l'intérêt de la mairie de Bordeaux, et c'est là-dessus qu'on a pu aussi échanger pleinement en se disant allons servir les acteurs du territoire. Ce sont des projets territoriaux. Nous-mêmes, Boucle Énergie, on a un bureau à Bordeaux, donc on a aussi cette culture locale-là. Et l'idée, c'est de rayonner là-dessus et de rayonner sur la ville de Bordeaux, évidemment, et puis ensuite sur d'autres infrastructures si on le peut. Mais l'idée, c'est bien sûr d'aller sur ce projet qui est très emblématique et qui vient aussi acter les grandes choses que vous avez entreprises sur le solaire avec Monsieur le maire, ce qui nous va très bien. Parce qu'une des particularités, c'est que ce site est immense, mais il a des consommations qui sont relativement faibles. Et donc, parce que c'est un cas de figure qui va se présenter très souvent pour une collectivité territoriale, c'est-à-dire d'avoir un foncier et finalement pas forcément la profondeur de consommation pour avoir de l'autoconsommation individuelle. Et l'autoconsommation collective vient offrir une possibilité de déboucher vers le tissu des acteurs du territoire. Et c'est un signe fort aussi, je pense, côté collectivité, de mettre à disposition du foncier sur lequel finalement l'intérêt sera partagé aux acteurs du territoire, privés, publics parfois, mais dans ce cas-là privés. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez c'est vertueux, et c'est le sens de votre politique aussi à la ville de Bordeaux. Et nous, on s'inscrit parfaitement dans ce schéma-là.
On parle évidemment de Bordeaux, mais il y a bien d'autres actifs. On a parlé des stades ce matin et des patinoires. Ça fait partie aussi des choses qu'on est capable d'équiper. Mais il y a un gisement foncier déjà artificialisé tellement grand. Il y a maintenant une obligation sur les parkings. Le décret est paru la semaine passée. Donc il y a une obligation de solariser les parkings dans un calendrier assez contraint en plus. Et donc les solutions qu'on est capable de proposer, oui, de tiers financé, c'est une chose. Mais surtout d'aller valoriser l'énergie non plus sur tel un produit financier, sur de l'injection réseau avec un tarif de rachat à l'électricité, mais plutôt en partant sur... en mettant le territoire au cœur du projet, c'est tout ce qui nous intéresse et tout ce qui nous anime aussi côté boucle énergie. Alors l'autoconsommation collective, en quelques mots, la France qui est un pays très jacobin, et je me permets de le dire en étant assis à côté d'une Girondine, a toujours eu une lecture très centralisée de la production électrique et énergétique de manière générale, et est arrivé assez tardivement un cadre réglementaire favorable au déploiement de l'autoconsommation collective, parce qu'on parle de novembre 2019 pour les premières autorisation et capacité à organiser des opérations qui ne soient pas juste symboliques, mais qui soient des opérations d'envergure et de taille. On a un petit peu autour de... Enedis ce matin nous disait que les chiffres étaient très bons encore, autour de 600 opérations d'autoconsommation collective en fonctionnement aujourd'hui en France. On a eu entre 2022 et 2023 100%, et je le dis devant le délégué général d'Enerplan qui nous avait partagé ces chiffres, 100% d'augmentation du marché de l'autoconsommation entre 2022 et 2023, et on est sur 85% sur 2023-2024. Donc 4 fois plus d'installations et de raccordements en autoconsommation que tout ce qui avait été fait dans l'histoire. Donc on est vraiment là sur une dynamique de fond et une lame de fond. Comment est-ce que finalement vous, à Everwatt, avec Boucle Énergie, vous allez finalement proposer et offrir aux collectivités, alors là sur un bâtiment emblématique mais avec des défis importants, mais des solutions aussi pour les espaces périurbains, ceux qu'on appelle la France moche, tout ce qui représente les années 60, la bagnole, toutes ces zones d'activité économique qu'on peut rencontrer. Quelle est la proposition du groupe Everwatt pour ces territoires ? Assez simplement, l'idée c'est de dire il y a deux types d'acteurs. Il y a les collectivités, aujourd'hui c'est ce qui nous intéresse un petit peu plus. On le voit ici en disant 60% des opérations d'autoconsommation collective étaient portées par des collectivités, mais il y a un changement d'échelle. Aujourd'hui on était sur des très petites opérations, celle de Bordeaux sera l'une des plus grandes de France, en one shot sur une seule centrale de cette manière-là. Et donc c'est aussi d'avoir ça en tête. Et je reviens sur le fait de mettre à disposition, c'est aussi un changement de politique côté collectivité, de se dire il faut agir maintenant. Tu en as parlé, Guillaume, en disant les zones d'activité économique ou les zones industrielles, toutes ces zones périurbaines, la France moche, c'est un terme que j'aime bien aussi, mais c'est la zone de transition énergétique. Et c'est pas construire la ville de demain sur la ville d'aujourd'hui, c'est construire la ville d'aujourd'hui sur la ville d'hier. C'est un bon exemple avec la base de sous-marins, mais le changement, c'est maintenant. Churchill disait il faut prendre le changement par la main avant qu'il nous prenne à la gorge. C'est ce que fait la ville de Bordeaux, c'est ce que les collectivités doivent faire. Et c'est ce que les acteurs privés doivent faire aussi. Aujourd'hui, on a trop entendu on verra plus tard, on attend. Le coût de l'inaction, déjà, se chiffre en termes d'euros, se chiffre ensuite en termes d'impact sur la planète. Et donc, les grands groupes de retail qui n'ont toujours pas d'ombrière de parking, c'est un souci. Et ça aurait pu être fait bien avant. On est sur une solution, le solaire, qui est le Quick Wins. On est capable de l'installer, il y a un historique. On s'engage sur des choses qui sont finançables. On l'a dit aussi, quand on va chercher de la dette auprès des banques, les banques connaissent le projet et savent ce qu'on met en face. Et donc, il ne faut plus attendre. Et aujourd'hui, la proposition de valeur, c'est simplement de se dire... changeons un peu le dogme du solaire, du fameux passage du produit financier qui était subventionné par l'État et de la Commission de régulation de l'énergie pour aller vers l'autoconsommation individuelle et collective. Et donc le vrai modèle, le solaire au service de quelque chose. Et le solaire, ça donne de l'énergie propre, décarbonée. Ça donne un coût de l'électron qui est connu dans le temps, finalement. Et ça donne une certaine visibilité sur les finances, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées, mais au moins une partie de l'énergie qui est produite et qui est consommée. Le solaire est imparfait, parce qu'évidemment, quand il pleut, quand il fait nuit, on ne produit pas. Mais au moins, on a une partie qu'on peut maîtriser. Faisons-le, et faisons-le ensemble, et faisons-le maintenant. Et c'est le pari qui a été pris à Bordeaux, c'est de se dire n'attendons pas. Une des questions, je finirai là-dessus, de la ville de Bordeaux, c'était aussi de se comparer par rapport à d'autres villes. Et aujourd'hui, Bordeaux est clairement la plus en avance sur des tailles de villes similaires, sur ce genre de plan de solarisation. Parce que vous avez fait les choses et vous êtes donné les moyens, vous l'avez dit, la base de sous-marins, c'est assez contre-intuitif de se dire on va mettre des panneaux par-dessus et pour produire l'énergie localement. Mais une fois qu'on a tout le monde dans le même moule et qu'on veut avancer dans ce même sens-là, on sait aligner les intérêts de tout le monde et on sait aligner les intérêts publics, les intérêts privés et mettre en concurrence différents acteurs comme le groupe Everwatt pour aller financer ça.
Madame Bichet, peut-être un mot de la fin sur si le cadre législatif ou réglementaire ou une politique publique pouvait favoriser vos démarches et accélérer la solarisation ou un nouveau mix énergétique, qu'est-ce que ce serait et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors à court terme, on peut nous souhaiter un projet de loi de finances qui soit plus clément parce que effectivement là, ce qui est vraiment en jeu, c'est notre capacité à investir dans les années à venir. Et il n'y aura pas de transition énergétique sans investissement massif. Donc je pense que c'est vraiment le premier point. On a besoin, et ce que montrent aujourd'hui les collectivités territoriales, c'est qu'elles ont clairement compris et elles se sont saisies de cet enjeu. On le fait à Bordeaux, mais on n'est pas les seuls, heureusement. Et donc, voilà, il ne faut surtout pas nous brider, nous limiter dans cette capacité à agir et à agir positivement. Je voudrais revenir sur ce sujet de l'autoconsommation. Vous l'avez dit, effectivement, en France, gestion de l'énergie jusqu'à présent très jacobine. L'énergie est quelque chose de totalement abstrait pour les gens. Ils ont juste à allumer un compteur EDF en fait, c'est complètement abstrait ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est une révolution culturelle en relocalisant la production énergétique. Et c'est une excellente opportunité que nous offrent les énergies renouvelables. C'est qu'on relocalise la production énergétique et qu'on la rend concrète. C'est que les gens, maintenant, comprennent ce que c'est un enjeu énergétique parce qu'ils le voient. Une production solaire qui est juste à côté de chez moi, où je sais exactement d'où provient l'énergie que j'achète et quels sont derrière tous les acteurs. C'est quelque chose vraiment de très concret et c'est une véritable révolution culturelle dont on doit se saisir aujourd'hui et qui est l'enjeu de tout ce qu'on porte à l'échelle locale. Quand on dit on veut être un territoire à énergie positive, on veut effectivement que le maximum d'énergie que l'on consomme soit produite localement et on veut pouvoir, au-delà de notre autonomie énergétique, pouvoir faire face aux différents chocs qui vont sans doute venir avec ce réchauffement climatique. Donc moi, ce que je nous souhaite collectivement, c'est qu'on ait un cadre financier, législatif et juridique qui soit moins contraignant, qui favorise ces projets. On met encore beaucoup trop de temps, on a beaucoup trop de contraintes pour sortir des projets. Et ça, il va falloir lever les freins, les verrous. Et je pense qu'on doit agir là-dessus. C'est comme sur les parcs, sur la solarisation que nous impose l'État, où il demande à toutes les collectivités de faire, j'ai oublié le nom, nos plans de production d'énergie renouvelable avec soi-disant à la clé des promesses d'amélioration du cadre réglementaire et aussi des aides financières. Pour le moment, nous, on a rempli notre part du job en disant voilà comment on entend produire plus d'énergie renouvelable, mais sur le reste, on n'a aucune avancée à ce jour. Et ça, c'est un vrai problème. Et je pense qu'il va falloir travailler là-dessus. Si on veut accélérer, il faut vraiment se donner les moyens d'accélérer. Et aujourd'hui, ça reste encore trop pénible de porter ces avancées. Côté groupe Everwatt, des attentes? Non, je parlais de la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y avait en mars 2023 une loi qui s'appelait la loi d'accélération. Qui ne portait que le nom d'accélération, puisque tout ça a freiné plutôt le déploiement de la filière. En l'absence de décret, alors la semaine dernière, heureusement, on en a enfin eu un, notamment sur la partie parking, mais le fait de mettre des zones prioritaires, mais que finalement les gens le perçoivent comme soit on le fait là, soit on le fait pas du tout, ça nous a freiné. Le fait de demander, de permettre des dérogations parfois pour des petites installations, mais finalement comme ça cochait aucune case côté administratif, il y avait aussi un certain frein parce que c'était mal expliqué et fait de la mauvaise manière. Et donc il y a une volonté qui est un petit peu le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est-à-dire qu'on est un peu entre les deux, il y a une volonté, mais sans trop de volonté non plus. Et donc c'est un peu le problème, c'est qu'aujourd'hui il faut accélérer. Pour accélérer, il faut un cadre clair. Il faut aussi des dérogations claires, s'il faut des dérogations. Mais ensuite, il faut que ce soit plus simple. Aujourd'hui, on a parlé d'ABF, on a parlé de PLU, on a parlé de beaucoup de choses. Tout ça doit aller dans le même sens. Et donc cette transition énergétique, écologique et énergétique, si on fait le zoom,
elle doit être encadrée de manière à accélérer réellement. Et en fait, ce coût de l'inaction dont je parlais, le coût économique, mais le coût écologique est important. Et donc, tout le temps qu'on a perdu là depuis 2, 3, 4 ans, c'est autant de temps qu'on ne rattrapera pas. Et donc, il faut pouvoir accélérer de la bonne manière et de le faire de cette manière-là. Les élus locaux, évidemment, ont un certain pouvoir et il faut pouvoir s'aligner et le faire. Mais tout ça est encadré aussi par un cadre national et donc il faut aussi pouvoir avancer de ce côté-là. Et à la différence de l'Allemagne, on n'a jamais eu ce cadre sur le solaire et on a vécu un moratoire en 2010 pour ceux qui étaient déjà là, qui était traumatisant pour le solaire photovoltaïque. Et puis des à-coups. On a fait oui on y va, non on n'y va plus, oui on y va, on n'y va plus. Et ce problème, c'est le manque de continuité dans la politique sur le solaire photovoltaïque en France. Et donc qui fait qu'on a eu du mal à avancer. Aujourd'hui, il faut accélérer, on rattrape, on a des meilleurs chiffres cette année, on en aura d'autres l'année prochaine, j'en suis sûr, mais il faut pouvoir avancer de cette manière-là et avoir aussi une visibilité pour nous en tant qu'investisseurs, parce que quand on vient financer des projets comme cela, il faut qu'on ait aussi en face des contreparties qui soient sûres et surtout ne pas avoir de risques, parce que quand on va avoir des banquiers notamment, il faut qu'eux se sentent à l'aise pour nous financer. Et le financement de la transition énergétique est un élément clé de l'accélération qu'on peut avoir. On arrive au bout du temps qui nous est imparti, donc on voit bien, et notamment dans cette période où on voit qu'il est parfois difficile de faire société, que la transition énergétique est aussi un élément d'adhésion collectif, de résilience d'un territoire, de dynamisme et d'enthousiasme malgré les freins et les obstacles auxquels on est confronté. Merci à mes deux intervenants pour leur prise de parole et vous pouvez nous retrouver sur le stand E111. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.